Cet épisode vous est présenté par Facial Roots. Peu importe si vous êtes en train de couper du bois ou simplement en avant de la télévision, nos produits vont vous faire bien paraître, peu importe ce que vous êtes en train de faire. Nos produits pour hommes sont faits ici au Canada. Ils sont biodégradables, vegan et surtout jamais testés sur les animaux. Les produits Facial Roots seront disponibles très bientôt. Dans cet épisode de la Pléiade, Damien et moi parlons de quand savoir se taire. Cela peut paraître très simple, mais je suis sûr qu'on a tous déjà dit quelque chose qu'on voudrait bien reprendre. Que ça soit au travail, avec sa famille ou avec ses amis, savoir se taire est un art et nous devrions tous savoir comment s'en servir. Comme toujours, vous pouvez me trouver au Nicolas Stache sur tous les médias sociaux. Alors suivez-moi sur Instagram, aimez ma page Facebook. Oubliez pas la page Facebook du podcast au podcast RJL et la page Instagram de la Pléiade au La Pléiade RJL. Tous les épisodes de la Pléiade sont disponibles au rjlp.net/LA-Pléiade. Peace! Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de la Pléiade. Je suis avec Damien, notre français national. Bonjour monsieur. How you doing? Ça va man, ça va toi? Good, good, good. On va parler d'un sujet qui est... Mais je pense que je vais commencer à dire, si vous écoutez nos podcasts, chances sont que votre opinion est peut-être pas mainstream. Vous êtes probablement pas le genre de personne qui parle très ouvertement de vos philosophies de vie. Puis l'idée aujourd'hui, on pensait parler, que ça soit des gens qui écoutent notre podcast ou que ça soit des gens qui sont dans toutes les sphères de votre réalité. Dans quelle situation est-ce que c'est approprié de parler de vos philosophies de vie? Puis je dois vous avouer que c'est pas un sujet qui faut être bon. Faut savoir gager les gens, Effectivement, c'est pas juste philosophie de vie, mais c'est aussi tout ce qui en découle, toutes nos opinions. Toi puis moi, on a quand même des opinions, je vais pas dire surtout, mais on a surtout des opinions. sont très similaires, par exemple. Quand on parle de choses qui nous prennent au triple. Ce qui nous définit comme être humain, je pense, sont extrêmement similaires. Ouais. Exact. Sauf que ces choses-là, on s'est rendu compte avec le temps que c'est pas facilement abordable dans la vie de tous les jours. Et il y a forcément des situations où c'est vraiment un no-go. On ne touche pas à certains sujets. Et d'où l'idée nous est venue de faire justement ce podcast sur qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Est-ce qu'on peut parler de tout avec n'importe qui? Surtout les impacts aussi que ça a d'une... Tu sais, pour vous le mettre en perspective un peu, hier, j'ai enregistré un podcast avec un prêtre. On va s'entendre que de nos jours, d'avoir un podcast avec un prêtre baptiste, c'est pas très mainstream. C'est pas le genre de choses que les gens... Puis, tu sais, j'ai approché des sujets que la seule personne avec laquelle je parle, c'est pas mal toi. Plein de sujets que j'ai approchés avec lui. Je suis très curieux de mettre du marketing en arrière de ça puis commencer à le pousser aux gens. Là, parce que je l'ai sorti tantôt, là, je l'ai publié ce matin, puis hey, je réécoutais, là, puis j'étais... Il y a des choses que j'ai dit que j'avais jamais dit ouvertement en public que n'importe qui peut savoir, puis ça a un très gros impact sur la vision des gens, la façon qu'ils vont nous définir. Nous percevoir, nous définir, ouais. Ce qui est tout à fait normal de
de définir avec des préjugés les gens. C'est comme ça qu'on a survécu des millions d'années. Sauf que là, bah, t'abordes le sujet de la religion. Est-ce qu'on peut parler de notre foi, de nos croyances à tout, n'importe qui, n'importe quand et n'importe où? Ben, écoute, c'est ça l'aspect que j'ai toujours trouvé très, très, très hypocrite de cette histoire-là. Parce que c'est très facile pour un athée de dire, moi je crois en rien, fuck God, puis tout le monde applaudit. Puis c'est un petit peu mon point, puis moi de me revirer puis de dire, écoute, peut-être que la Bible, tu devrais la lire. Mm-hmm. Je vais pas, comme j'ai déjà dit dans le passé, je le sais pas que Jésus a existé ou pas, puis dans ma tête, ça fait aucune différence. La moralité derrière les histoires que tu peux trouver dans la Bible ils ont autant de valeur Mm-hmm. que si les personnages ont existé ou s'ils sont fictifs. Pas d'importance dans mes yeux. Mais de commencer à dire que tu devrais suivre ces exemples-là, ça, le monde ont des préjugés contre ça. Mm-hmm. Mais de mettre une situation pas d'être victime, mais de voir une certaine situation où vous êtes dans une certaine partie de votre vie où vous avez besoin de conseils, puis à la place de vous dire d'où mon conseil vient, je fais simplement juste vous dire, ben peut-être que vous devrez essayer ça, pis ça. Mais on en revient encore à la question, est-ce qu'il y a des moments dans ta vie où tu dois en parler, et surtout quels sont les moments où ça ne sert absolument à rien d'en parler? Admettons que tu sois au travail, il y a quelque chose qui se passe d'une mauvaise manière, est-ce que là tout d'un coup tu te mettrais à citer la Bible? Ben, c'est parce que je pense qu'il y a l'aspect du travail est comme un couteau à double tranchant, parce que d'une situation, t'es supposé être professionnel. Est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois où tes croyances, que ce soit religieuses, spirituelles, tes croyances de philosophie de vie ont vraiment de l'importance? Mm-hmm. Est-ce qu'ils ont vraiment la place à ta job? Pense pas. Effectivement, le lieu de travail et surtout les personnes avec qui tu travailles, il y a quand même un bassin où ça peut être important de mettre en avant tes idéaux. Admettons que tu travailles pour un parti politique. Ouais, ben tu n'as pas le choix. Mm-hmm, admettons que tu travailles pour une paroisse. Ouais, ben ça c'est clair. On s'entend que ça découle un petit peu. Mm-hmm. Toutefois, un travail lambda avec des collègues X ou Y, dans un bureau de quelconque, dans un bureau quelconque, ouais. Mm-hmm. Si lors d'une réunion, tout d'un coup, il y a un call qui se fait sur la religion, just let it go. S'il y a un call qui se fait sur une opinion politique qui n'est pas du tout le tien, let it go. Ça, c'est mon opinion. Je pense que c'est tout à fait légitime de le suivre. Mm-hmm. Pourquoi? Bah parce que ça te sauve. Parce que si tu te mets tout de suite à être braqué et à attaquer ou à défendre ton point de vue en face de tout le monde, Mm-hmm. tu te mets dans une situation très vulnérable. Ensuite, par contre, on peut avoir quand même une certaine philosophie de vie qu'il est bon d'expliquer dans certains milieux professionnels. On pourra faire ultérieurement un podcast un peu plus détaillé sur une des philosophies de vie à laquelle j'adhère et que j'applique, que j'essaye d'appliquer dans ma vie de tous les jours, c'est le stoïcisme. Mm-hmm. Il y a énormément d'enseignements qui, dans le travail, peuvent être d'un bénéfice incroyable. Puis est-ce que ça a vraiment de l'importance d'expliquer d'où ces enseignements-là viennent? Non. Non, mais si je vois que mon interlocuteur est quand même intrigué par toute cette architecture de vertu qui permet à l'individu d'être le meilleur de soi, je vais peut-être lui conseiller une ou deux lectures quand même assez soft, parce que faut commencer à quelque part quand même. On s'entend que le stoïcisme, tu peux tomber dans des grosses briques ouais, c'est assez pesant là. qui sont indigestes. Ouais. Mais tant que le sujet, ou plutôt la finalité du débat, n'avance pas la situation professionnelle dans laquelle tu es, n'engage pas le débat. Mais ça, en ce moment, on parle de professionnellement, mais que ça soit
professionnellement, que ça soit... Je pense que je vais utiliser cet exemple-là. Je regarde la relation avec ma mère. Comment la dernière année, on est en fin février, on est quoi, le 25, 26, quelque chose dans le coin de ça. Ouais, 27 jours. Ouais, mettons, on est début mars, là. Tu sais, le mettre en perspective, Fin là. février, début mars. Exact. Fait que ça fait 1 an qu'on est en période de 11 mois qu'on est en 50 période... Ouais, hey, tabarnak. Ça, 50 semaines, ça remet en perspective. Hey, ça fait mal, ouais. Parce qu'un an, tu dois... Ah, mais c'est 50 semaines. 50 semaines, deux semaines de plus. Ça a commencé comme le 13 ou le 14, dans le coin de ma fête. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, c'est 1 an. Puis ça fait 1 an que j'ai des débats avec ma mère par rapport à ma vue de ce qui se passe. Puis le point, c'est pas de parler de mon opinion, mais il y a certaines choses qui sont irrégulières, qui ne font aucun sens. Mm-hmm. Puis malheureusement, c'est en train de détériorer la relation que j'ai avec ma mère parce qu'elle croit dur comme fer tout ce que la télévision y dit. Puis moi, j'ai appris au travers des années de questionner ce que tout le monde me dit. Je me fous que ça soit toi. Je me fous que ça soit la télévision, que je me fous que c'est quelque chose, une recherche que je trouve sur Internet. Je vais tout le temps confirmer les sujets, de faire de la recherche sur ce que je veux apprendre. Puis à partir de là, m'asseoir puis de prendre ma décision. Puis quasiment tout le temps, je me ramasse quelque part dans le milieu. Mais aujourd'hui, le milieu, tu sais, c'est ça qu'on parlait tantôt, il y a plus aussitôt que tu questionnes quelque chose, t'es à droite de la gauche, puis n'importe quoi qui est à droite de la gauche, t'es rendu un conservateur. Ben, même pire que ça, t'es rendu un extrémiste. Ah, fuck, ouais, exact. C'est, les centristes d'hier sont l'extrême droite de demain. Ouais. Et c'est c'est le mouvement, de la philosophie du progressisme qui va toujours de plus en plus vers la gauche, toujours en plus vers la gauche. Même quelqu'un de gauche aujourd'hui, dans 2 ans, il va être traité d'extrême droite s'il exprime ses opinions d'il y a 2 ans. Mm-hmm. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que les conversations que j'ai avec ma mère aujourd'hui, c'est rendu qu'elle utilise... Elle dit tout le temps, toi puis moi, on va pas s'entendre. Mm-hmm. Mais c'est rendu à un point que je le sais même plus avec... Je suis rendu à un point, est-ce que je continue à partager mes opinions? Est-ce que j'arrête d'en parler point pour sauver la relation que j'ai avec ma mère? Écoute, moi, je pense que vois ta relation avec la mère, avec ta mère. Avec la mère. La mère. Avec la mère. Hey, t'as fait trop longtemps, t'habites au Québec, toi, Chris. Vois ta relation avec ta mère. Ouais, non, t'as dit la mère. Je sais. Tu sais, elle là-bas, là, la mère. La mère. Ouais. Comme une relation quasiment professionnelle où le débat ne doit pas impacter le rendu. C'est-à-dire l'intrant ne doit pas impacter l'extrant. Mais je suis pas mal sûr que je suis pas la seule personne qui pense ça. Je serais très curieux, les gens qui écoutent le podcast, de me partager votre opinion là-dessus, parce que je sais que je peux pas être la seule personne. Où je suis littéralement rendu à un point où à chaque fois que j'approche la conversation puis c'est même pas moi, c'est jamais moi qui force la conversation d'aller là, c'est juste que quelqu'un dans mon entourage va passer un commentaire qui est, je dirais pas déplacé, mais qui est rendu philosophique, puis c'est correct. Moi, j'adore avoir ces conversations-là avec n'importe qui avec lesquels veulent avoir cette conversation. Mais je m'attends que si je t'écoute puis je te laisse parler, que d'un coup que moi je vais parler, tu vas avoir le respect de me laisser parler puis de considérer ce que je dis. Je suis quelqu'un de recherché, je suis pas un sans-dessin qui fait juste baser ses opinions sur mes sentiments, là. Ouais, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de très important dans la discussion qu'on a, et c'est de choisir ses batailles. Mais est-ce que c'est ce que vraiment t'es supposé de faire? Parce qu'à un certain point, est-ce que... Puis c'est ça le point que j'allais faire, c'est si je suis tout le temps en train de mettre de l'eau dans mon vin,
Je sais pas si c'est une expression en France qui marche aussi, ouais. Fait que si je suis tout le temps en train de mettre de l'eau dans mon vin à un point que mon opinion est tellement rendue diluée... Il y a pas de mettre de l'eau dans ton vin. Ne bois même pas la coupe. Ne va même pas dans le débat avec ta mère. Tout comme ne va même pas dans un débat au travail qui n'a aucun lien avec le travail. Ouais, mais ça du côté du travail, j'ai aucun problème. J'ai fait ça toute ma vie. fait exactement la même chose avec ta mère. Ouais, mais c'est parce que là, c'est personnel, c'est mon temps. Je suis pas payé pour être là. Je sais, mais ça reste ta mère. Ouais, mais... Un autre exemple, ma belle-mère, qui est maintenant devenue ma mère parce que j'ai demandé à ce qu'elle m'adopte. Ça, c'est la féministe, là. Oui, exactement. Féministe de longue date, avec lesquelles j'adore avoir des longs débats qui mettent à mal un petit peu nos propres idéaux, parce que un débat, c'est simplement aussi se mettre à nu. Absolument. Et avec le temps, j'ai appris à débattre ce genre d'argumentation. Et si vraiment tu veux débattre avec des gens qui valent la peine, donc où le débat, pas qu'il y ait un gagnant et un perdant, mais où l'issue fait grandir. Ouais, c'est ça, j'allais dire qu'il y a un apprentissage. Exactement. Il y a une discipline issue des 7 arts libéraux qui est la dialectique, qui est l'art du débat. Il y a des méthodes de dialectique qui sont un peu sournoises, qui t'apprennent vraiment à gagner n'importe quel débat tout en sachant que t'as tort. Ouais, ça t'appelles ça de la politique. Oui. Et l'un des plus grands philosophes qui a développé cette funeste, excuse-moi, j'utilise pas ça, théorie, c'est Schopenhauer. Ok. Et pourtant, j'ai adoré lire son livre parce que c'était machiavélique au bout. Ouais, c'est de la manipulation à ce point-là. C'est pas forcément de la manipulation, mais tu twistes tout le temps l'argument de l'autre personne pour qu'il soit vraiment peinturé dans le coin. Ouais, ben c'est parce que là, tu commences à utiliser ses sentiments contre lui. Sans utiliser les sentiments. Tu peux ensuite effectivement utiliser les sentiments, c'est très... Ça c'est très lâche, je trouve. Ouais, ça appelle ça cochon au Québec. Exact. Ouais. Mais de là à dire que... tout ça pour dire que il y a toujours un moyen de débattre. Il y a toujours des personnes aussi à débattre. Il y a bien des fois où je voyais que ma belle-mère elle cherchait à me titiller puis à m'envoyer des lances comme débat-moi. Ouais. Tu t'embarques même pas là-dedans. Non, c'est bon. C'est pas le temps. Mais ça revient exactement au point que j'essaie de faire, c'est que tu sais, même les conversations avec ma mère, ils vont tout le temps commencer de la même façon où c'est elle qui approche le sujet. Moi, j'évite le sujet. C'est elle qui l'approche, puis aussitôt que je commence à donner mon opinion, elle est comme ben tu sais Nick, on va s'entendre de pas être d'accord. Je suis comme ça fait 10 minutes que tu parles, que je te laisse parler, puis moi je commence. Finalement, tu prends une respiration pour que je puisse dire quelque chose, puis c'est rendu à un point où ben tu sais, j'ai dit ce que j'avais à dire, ce que toi t'as à dire, c'est plus important. Dans le fond, ta mère, si je comprends bien, c'est une internet troll. Holy fuck, man, j'ai jamais pensé à ça avant, mais mais c'en est quasiment rendu là. J'écris sur le clavier avec mes 2 doigts de manière très très forte. J'utilise des mots qui ont aucun sens les uns avec les autres. Je dis mon opinion, je crache sur tout le monde, mais après, démerdez-vous. Fait que je me demande si... Parce que ce qu'on voulait parler, c'était vraiment je pense d'avoir la finesse puis la reconnaissance d'être capable de dire c'est mon opinion, ma philosophie de vie, là, je pense que c'est une bonne façon de le dire, ou ce que je crois vraiment dans mes entrailles, là, peut être partagé. On va s'entendre à ta place d'emploi, à moins que tu es quelqu'un qui est plutôt de gauche, qui est probablement pas quelqu'un qui écoute nos podcasts d'une façon ou d'une autre, là, mais là, ton opinion peut être partagée. Puis c'est ça la problématique que je me trouve, que je trouve qui devient très frustrante, c'est je me fais tout le temps rapporter d'en face l'opinion des gens. Puis moi, écoute, pour ceux qui savent pas, Damien et moi, ça donne qu'on travaille ensemble, là, puis je me rappelle d'être sur un appel avec plein de gens. Il y a une 50aine de personnes sur l'appel, puis c'est dans le temps que Trump a perdu l'élection, puis je vais faire perdu avec des airwaves, là. Mais il a perdu l'élection.
Puis pour une raison ou pour une autre, une dizaine de personnes sur l'appel ont commencé à le planter en avant de tout le monde, puis c'est un ci, puis ça, c'est un ça, puis je suis pas un fanatique de Trump, mais j'étais assis, puis je comprenais pas c'était quoi l'intérêt de parler de ça dans un milieu professionnel. On travaille pas dans une place de médias, on travaille pas pour un journal, on travaille pas dans un endroit où les objectifs politiques ont un impact direct sur notre emploi. Mais si moi j'avais dit Steve Biden à marde, il a fait la fraude, puis il va se faire trouver. Puis je suis pas en train de dire que c'est ce que je pense. Je fais juste dire que j'avais pris complètement l'inverse de l'opinion, puis j'aurais juste dit c'est de la style marde que Trump a pas gagné, il aurait dû gagner. Et je m'aurais fait détruire sur cet appel-là. Le monde il aurait juste arrêté de parler, puis je serais devenu un mouton noir. Peut-être bien même que tu te serais fait rencontrer après. Mais c'était correct d'avoir des directeurs, puis on avait un directeur général qui a mis son opinion là-dessus. Puis non seulement cette personne-là a pas arrêté la conversation parce qu'il n'y avait pas de débat, a émis son opinion personnelle en littéralement lançant du gaz sur le feu. Fait que le monde en parle déjà, puis l'opinion partagée a pas aidé la cause. Ça, moi, j'embarque zéro dans ce genre de débat dans des endroits comme le travail. Mais même dans un... Puis je suis 100% d'accord, j'ai appris avec le temps de ne pas être moi-même à la job. Aussi mauvais que ça va être, tu peux être toi-même, mais t'es pas obligé de montrer cette facette de toi. Mais c'est quand même, tu te caches une très grosse partie parce que je suis quelqu'un de très politisé. Je suis quelqu'un qui croit dans mes convictions, puis je crois pas dans mes convictions parce que j'ai entendu quelqu'un à TV me dire que c'est ce que je devrais croire. C'est parce qu'à chaque jour, je lis, à chaque jour, je recherche, à chaque jour, je médite, puis je le sais qui je suis, puis ce qui m'intéresse dans la vie. Puis ça n'a pas rapport avec la politique, là. Ça peut être sur n'importe quoi, là. Ça peut être sur le stoïcisme, ça peut être sur la religion, ça peut être sur la façon que... Tu sais, Mike Tyson le dit super bien, la raison pourquoi les gens sur Internet sont rendus tellement habitués de donner leur opinion puis de s'insulter puis pas d'avoir de conséquences dans leurs actions. Le monde sont rendus méchants sur Internet. La seule raison pourquoi, c'est qu'il n'y a pas de conséquences à leurs actions. Il n'y a pas quelqu'un qui vont lui mettre un coup de tête ou un coup de coude dans le nez pour lui donner une conséquence à ses actions. Puis c'est là qu'on est rendu, puis je pense que c'est exactement pour ça que des gens qui n'ont pas nécessairement des idéaux mainstream ont, je dirais pas peur, mais calculent la façon qu'ils donnent leur opinion parce qu'ils savent que les conséquences sont rendues extrêmes. T'as aucune idée comment envie j'ai eu de simplement dire c'est de quoi pour quelle raison vous vous permettez de parler de ça? Si moi, je donne une opinion qui est pas d'accord avec vous autres, moi, je serais dans la marde. Mais vous permettez, puis on parle de gens qui sont à des niveaux de direction qui se permettent de la faire. Je vais juste dévier un petit peu tout ça. Ça va. Si ce genre d'opinion-là, qu'on pourrait inclure dans une sphère philosophique de gauche, absolument, est culturellement et socialement très accepté dans notre société. C'est très accepté d'être un pro-démocrate, d'être pro-défense de l'environnement de manière quasiment communiste. C'est très accepté d'être anti-armes, d'être pro-avortement, ainsi de suite. Ça fait quoi? Je veux dire, lorsque tu n'as pas cette opinion-là, ça fait quoi de toi? Si tu n'es pas dans la culture, très bonne question. Tu es la contre-culture. La contre-culture, qui dans les années 60 ont donné ce qu'on a aujourd'hui la culture, est maintenant dominante. C'est-à-dire que la contre-culture des années 60, avec bien sûr tout son florilège de liberté à outrance, a donné aujourd'hui les fondements de notre culture.
Absolument. Et à cette époque-là, il s'opposait à quoi? À la culture, qui était plutôt une sphère philosophique, politique de droite. Conservatrice, effectivement. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, les rôles sont complètement inversés. La culture est philosophiquement de gauche, et la contre-culture est de droite. 100%. Puis quand on dit de droit, je me considère pas de droite, je me considère plus centriste, mais comme je disais tantôt, n'importe quoi qui est à la droite de la gauche est rendu de la droite. C'est ça, puis là je parle pas de parti politique de gauche ou de droite, je parle de philosophie politique qui est très 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 différent. Il y a toujours deux opposés dans la philosophie politique. Et j'avais quelque chose, mais quand tu m'as encore coupé. Mais je pense de toute façon, je m'emporte un peu sur ce sujet-là, puis je m'en excuse. C'est un sujet que ça fait plus que 10 ans que je fais de la gymnastique mentale sur comment l'incorporer dans ma vie sans jamais empiéter sur les pieds des autres, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de respect pour les individus. Mais on aurait dit que le plus que je me contrôle à ne rien dire, le plus que les autres se forcent à dire leur opinion quand il est pas invité. Puis je parle vraiment, en ce moment, on parle vraiment d'un côté professionnel où je peux tu sais, on a souvent dit ça, que tu peux reconnaître l'opinion des gens par la façon qu'ils en parlent à Hollywood, par exemple. Autant que je déteste les acteurs, j'ai bien de la misère avec ce monde-là, mais tu le sais que n'importe qui partage pas son opinion, il est conservateur. Parce que tous les libéraux, eux autres, vont le crier sur le toit de tous les bâtiments pour que tout le monde le sache. Mais c'est rendu comme ça avec tout aujourd'hui. Mais c'est aussi parce qu'il y a comme quelque chose dans l'air qui empêche les gens de s'exprimer. Il y a comme une autocensure. Ben, merci de dire une autocensure, parce que je pense qu'on se le fait à nous-mêmes. On se le fait à nous-mêmes parce que il y a le jugement des gens si on le ferait. Mais ne crois-tu pas que ça soit avec les conversations que j'ai avec ma mère, que ça soit avec les conversations que j'ai au bureau, où je suis toujours la personne qui arrête les conversations ou qui les divague vers un autre sujet pour éviter de partager mon opinion. Il semble que je suis toujours la personne qui est responsable d'en être conscient, puis de ne pas partager ce que moi je crois, malgré, puis ça va mal sonner ce que je vais dire, malgré que je suis souvent la personne la plus recherchée dans cette conversation-là. Puis non seulement du côté littérature, mais du côté de vie. J'ai eu une vie assez fuckée, là. J'ai eu la chance de refléter beaucoup sur mes actions puis les erreurs que j'ai faites, puis j'en ai appris, puis je vais continuer à en apprendre. Puis pourtant, j'entends des opinions qui sont fondées sur absolument rien, puis je suis supposé, même dans un contexte professionnel, de les écouter, puis d'accepter leur opinion, même si je sais, puis je vais te dire ça en bon québécois, même je sais qu'ils sont fucking plein de marde. Honnêtement, je me torcherais même pas avec leur opinion après être allé aux toilettes, là. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Moi, je compare ça un petit peu comme, parce que on s'entend que le genre d'opinion qu'on a, comme tu dis, c'est des choses qui sont recherchées. On va pas se laisser guider par nos émotions dans une conversation. Ou au moins le moins possible. Je veux dire que nos opinions ne viennent pas de nos émotions. Non. Elles viennent plutôt de notre raison. Oui. D'accord? Moi, je vois ça un petit peu comme le rôle de enfant-parent. Je veux pas dire que nous sommes l'adulte et que quelqu'un qui est philosophiquement de gauche est un enfant, mais un enfant c'est que de l'émotion. Un adulte, par contre, un parent, un bon parent. Espérons, j'allais dire espérons. C'est ça. Qui prend son rôle de parent à cœur, qui veut voir grandir son enfant comme un bon adulte, se doit d'être raisonné et d'être rationnel. Rationnel, ça c'est un bon mot, ouais. Donc, parfois des petites crises de bacon. Laisse-le crier, l'enfant. Ouais. Moi, c'est de cette manière-là que
je vois ça. Et je dis pas que les gens qui sont de gauche sont des enfants, même si bien souvent agissent comme tels. Et encore là, je suis pas en train de dire que je suis l'adulte et que je dois éduquer les gens. Ouais. On doit savoir quand le faire. Et bien souvent, même trop souvent, ce sont des crises de bacon. Let it be. Mais cet aspect-là, et je l'ai tout le temps trouvé assez facile du côté professionnel. Mm-hmm. C'est vraiment quand on rentre dans mon espace personnel où c'est des... Je pense que je devrais peut-être le définir, mais je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'amis, je laisse pas beaucoup de personnes dans ma sphère parce que je le sais qu'il faut t'entourer de gens qui vont te motiver, des gens qui vont avoir des... J'ai beaucoup d'amis, toi t'en fais partie, comme Warren aux États-Unis en fait partie, c'est des gens que je regarde et l'expression anglaise qui dit I look up to them, je sais pas c'est quoi la traduction française, mais je les vois t'as des qualités que je ne possède pas, que j'espère être capable de travailler pour obtenir un jour. C'est pas quelque chose qui est naturel pour moi, fait que je sais qu'il faut que je travaille. Avoir de cheveux. Ouais, il va falloir que je me... Mais je pourrais pas avoir ta moustache. Non, il va falloir que je me fasse pousser une crinière. Mais ce que je veux dire, c'est je veux toujours devenir meilleur et je m'entoure de gens que je considère qui ont quelque chose que je ne possède pas, que j'ai un très grand respect pour, puis que j'aimerais que ça déteigne sur moi au moins un petit peu. Fait que dans ma vie personnelle, comparativement, je peux pas choisir les gens avec qui je travaille, mais je peux choisir les gens avec qui je vis, avec les personnes avec lesquelles je décide d'avoir des relations personnelles. Mais quand c'est rendu que même ces personnes-là, puis je parle pas de toi, mais je parle surtout de la famille, puis je pense que c'est ça, la crise du COVID expose beaucoup ça en ce moment. On dirait que tout est rendu très politisé. Peu importe ce que tu crois, c'est rendu attaché avec... Si tu crois qu'un masque sauve des vies, ça veut dire que t'es de la gauche. Si tu crois que ça sauve pas des vies, ça veut dire que t'es un extrémiste de droite. Puis moi, qui est un petit peu dans le milieu, je suis comme... Est-ce que j'y crois pas, c'est pas important, mais je vais le porter par respect parce que comme tu as dit tantôt, il y a des batailles qui vaut pas la peine d'être battues. Puis chanson, s'il y a quelqu'un qui m'approche dans un magasin parce que je porte pas un masque, il y a quelqu'un qui s'en va à l'hôpital puis c'est pas moi. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de causer des douleurs à quelqu'un pour ça quand je peux simplement le mettre d'en face puis fermer ma gueule puis faire sentir le monde mieux? J'ai pas d'enjeu avec ça, c'est même pas une question que je me pose. Mais d'un côté, puis j'ai l'impression que je suis pas la seule personne, j'ai l'impression que beaucoup de gens en ce moment réalisent que toutes les opinions qu'on a sont rendues politisées. On aurait dit vraiment que le COVID a vraiment politisé, ça a polarisé tout. Il y a plus de... On dirait qu'il y a plus vraiment de... Le monde pense même plus à ce qu'ils disent. Ils sont littéralement, si tu penses ça, t'es automatiquement mis dans une zone. Ah, si tu crois ça, t'es un conspirationniste. Ah, si tu crois ça, t'es un mouton. Ah, si tu crois ça, t'es ça. Ah, t'es un nazi. Ah, c'est littéralement, il y a plus de place à de l'objectivité. Il y a plus de place. C'est quand la dernière fois, pour de vrai, là, que ça soit professionnel, que ça soit personnel, que tu as été capable de t'asseoir avec quelqu'un qui avait pas ton opinion politique, puis d'avoir une conversation saine, de simplement t'asseoir avec quelqu'un, puis d'avoir une discussion polie où tu pouvais partager ton opinion, puis heureusement apprendre quelque chose de l'autre personne que tu n'avais jamais considéré avant. C'est très très rare. Généralement, les gens avec qui tu peux faire ça, c'est des... Garde les proches. Ben, c'est comme toi puis moi. On a des débats que toi et moi, on n'est pas d'accord, mais c'est jamais fait d'une façon qui est manquée de respect parce que je le sais que 80% des choses, on s'entend dessus, puis t'es assez recherché que ton opinion a de la valeur, même si je suis pas d'accord avec, ça vaut la peine que je t'écoute parler. Puis, pour en revenir
à la comparaison enfant-parent. Comparaison. À la comparaison enfant-parent. Ouais. C'est pas parce que moi je me considère plus rationnel que je n'ai jamais de réactions qui sont liées à mes sentiments. Ah, mais c'est sûr que quand tu crois dans quelque chose fortement, puis ça te représente, c'est vraiment quitté, là. Tu sais, quand en tant qu'individu, t'as fait évoluer certaines de tes opinions, après les avoir entrechoquées contre plein d'autres opinions dans divers débats, tu t'identifies quand même à certaines de tes positions. Ouais, donc, je pense qu'ils font partie de toi, hein. Ils font quand même partie de toi. Ouais, donc effectivement, lorsque ensuite tu arrives dans un débat où l'autre personne diabolise le genre d'opinion que tu as, ben, tu te sens diabolisé, donc là tu te sens affecté dans ton ego. Ouais, malheureusement, oui. Mais c'est quasiment à chaque fois que, lorsque je débat quelque chose de très sérieux, je me sens attaqué en moi-même. Je ne dois juste pas commencer à crier et puis à courir dans tous les sens en traitant d'autres personnes de nazis. Ouais, c'est une bonne façon de la dire, hein. Et le fait de rester calme, justement stoïque, je vais pas dire monotone, mais toujours articulé lorsque tu exposes ton opinion et ton argumentation, ça prend beaucoup de pratique. Fait que je vais te poser la question, quand penses-tu que c'est approprié d'avoir... T'aimes ça utiliser le mot débat, moi j'appelle ça plus des conversations, là, mais quand penses-tu que c'est une bonne place? Comment reconnais-tu une opportunité? Parce que moi je le vois comme vraiment, j'adore ces affaires. J'adore avoir quelqu'un qui est bien recherché, qui a pas la même opinion que moi, puis qui est capable de m'apprendre quelque chose, même si je suis pas d'accord, j'adore ça. Quand penses-tu que c'est approprié d'avoir ces conversations-là? Ben, déjà, où est-ce que ce n'est pas approprié? Emploi. Le travail. Professionnellement. Professionnellement, sauf si ta profession est directement liée à tes opinions, comme journalisme. Mais je pense que c'est une minorité des gens. C'est sûrement une très faible minorité. Là. Effectivement. Tout le reste, au travail, laisse ça de côté. Ouais. Tout comme tes problèmes personnels. Laisse-les à la porte de ton travail. Malheureusement, aujourd'hui, c'est chez vous. C'est ça, sort plus de chez vous. Mais ça n'a pas lieu d'être de commencer à discuter de choses comme ça. Ensuite, quand est-ce que ce n'est pas requis de le faire? Je veux dire, à chaque fois que, peu importe l'issue du débat ou de la discussion, il y aura forcément toujours un gagnant et un perdant. Et que cette situation affecte ta vie personnelle. Fait que en ce moment, tu parles d'un contexte personnel. Là, je pense directement à ce que tu racontes avec ta mère. Ouais, l'exemple. Ouais. Exactement les mêmes débats avec ma belle-mère. Ouais. 5 minutes après, on en rigole. Puis on passe à autre chose. Mais la problématique que je vois, puis ce qui me fait mal un petit peu au cœur, en toute franchise, c'est le fait que c'est son manque d'ouverture est en train de faire du dommage à notre relation que je le sais pas qui va être récupérable. Puis c'est ça qui me fait peur. Je vais donner un autre exemple. J'ai un ami que je connais depuis 20, je dirais comme 15 à 18 ans, là, sans calculer année pour année, là, mais mettons 15 ans. Là. C'est littéralement la personne qui m'a appris à parler anglais. C'est un gars qui a étudié en littérature, puis c'est un gars avec qui je travaillais. J'ai tout le temps adoré ce gars-là. J'étais là à son mariage. Il était là au mien quand je me suis marié. Il y a toujours même si ça fait des années que j'habite plus dans la même ville que lui, il y a toujours, on se parle à chaque couple de mois, il y a un texte, on part une conversation. Je suis pas sûr que tout est cool, tout va bien. Puis récemment, il m'a texté un meme qui était un meme communiste. Puis lui en riait. Fait que je suis comme, c'est vraiment drôle, puis ça l'a parti une conversation, puis ça l'a donné que j'étais en train de lire
J'étais en train de lire sacrément, c'est quoi son nom? Free Market, là, le gars qui a Milton Friedman. J'étais en train de lire Milton Friedman. Fait que j'étais en plein milieu de lire son livre, puis on commence à avoir un débat sur comment une économie doit être partie. Lui, il est très socialiste. Puis, t'as une conversation par texte avec quelqu'un où ton nombre maximum de lettres est atteint 5 fois de suite. Par le temps que t'as fini d'écrire ce que t'as à dire, t'as nommé des études, t'as nommé des gens qui l'ont vécu, t'as littéralement fourni des preuves qui peuvent être recherchées après, puis ça, t'as littéralement 3 pages de texte sur ça. En tout cas, c'est ridicule. Puis à un certain point, il répondait plus vraiment. Il répondait à une de mes 10 questions que je lui posais pour qu'il m'explique sa position. J'ai remarqué ce qu'il faisait, fait que je lui ai dit, j'y ai passé un commentaire. J'ai dit, écoute, tu réalises que depuis toutes ces années-là, j'ai les croyances que je te partage pour la première fois aujourd'hui. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, puis j'ai tout le temps su de la façon que t'étais, puis ton opinion, malheureusement, a pas évolué au travers des dernières 15 années. Peut-être que si on avait eu cette conversation-là, v'là 15 ans, j'aurais été d'accord avec toi, puis je suis pas mal sûr que j'ai été d'accord avec toi. Mais mon opinion a tellement changé depuis ce temps-là parce que j'ai quand même passé du milieu de ma vingtaine à quasiment ma quarantaine. Puis j'ai dit, la seule raison que toi puis moi on a été capable d'avoir une amitié qui s'est soutenue pour aussi longtemps, c'est parce que je t'ai jamais partagé mon opinion, comment j'évitais le sujet à chaque fois que tu l'apportais, je fermais le sujet. Aujourd'hui, la première fois que je le partage, puis voilà mon opinion pour de vrai. Voilà ce que je pense du monde puis qu'est-ce qui devrait arriver. Il m'a jamais répondu. Ça fait plus qu'un mois. Il m'a jamais répondu. Il a fini. Je le sais que ce gars-là, il savait pas que j'étais comme ça. J'ai tellement caché mon opinion pendant des années, pendant plus que 15 ans avec lui. Puis parce que je me suis ouvert quand lui, ça fait 15 ans qu'il parle de ce qu'il pense, j'aimais mon opinion une fois. Le problème, c'est que j'ai émis mon opinion d'une façon qui ne peut pas le réfuter. Il y a aucune chose qui peut me revenir avec à part me dire, tu sais quoi, Nick, t'as raison dans ce que tu dis, je suis juste pas d'accord avec ce que tu dis parce que émotionnellement, je suis pas d'accord avec ça. Mais qu'est-ce que j'étais supposé de faire? Ça fait 15 ans. Ça, c'est une décision que tu dois prendre lorsque tu commences à utiliser certains aspects de la dialectique. Lorsque tu as décidé, ok, je suis dans un débat, ça vaut la peine vraiment de commencer à exposer certaines de mes opinions. J'ai jamais, par exemple, je veux mentionner, je m'excuse de te couper, mais j'ai jamais pensé qu'elle allait réagir de cette façon-là. Parce que j'ai pris le temps de le faire d'une façon tellement polie, mais je questionnais tout ce qu'il disait d'une façon neutre, de dire, s'il vous plaît, explique-moi ce que tu es en train de dire là. Peux-tu me donner des sources? J'adorerais aller les lire. La question que tu dois te poser lorsque tu commences ce genre de débat-là, c'est qu'est-ce que tu veux tirer de cette issue, de l'issue du débat? Est-ce que tu veux changer l'opinion de la personne? Je veux dire, est-ce que toi-même, à travers ce débat, en changeant probablement l'opinion de la personne, toi aussi tu veux apprendre de cette personne-là et peut-être même changer ton propre opinion? Ou alors est-ce que tu veux détruire cette personne? Et il y a des cas où il faut détruire cette personne. Un débat politique, un débat des chefs, là, tu te dois de détruire l'autre. Ouais, mais c'est quand même ta job, là. C'est pour ça que t'es là. Effectivement, c'est ta job. Mais encore là, c'est une très faible minorité des temps. Ouais, mais plein de débats sur la place publique. Lorsqu'il y a des débats entre deux personnes, 100%. On se doit de, puis je dis détruire, c'est bien sûr très, très, peut-être un mot un peu fort, mais tu dois détruire l'opinion de l'autre et tu dois quasiment atteindre son ego. Pourquoi? Parce que ton but, ce n'est pas de changer sa perspective. Ton but, c'est de changer la perspective de tous ceux qui regardent. En mettant la tienne en valeur. En mettant la tienne en valeur et en montrant que l'autre personne, elle est incapable de répondre à ton argumentation. L'une des erreurs, puis je dis ça vraiment
tu m'exposes ça, j'avais aucune idée que ça. Je t'en ai jamais parlé. C'est littéralement, on est sur un sujet qui fait du sens. Puis je sais que c'est très facile de donner mon opinion maintenant, là, mais je pense qu'une erreur que tu as fait, c'était de le faire par message texte. Une des raisons pour laquelle moi... Ça, par exemple, je suis 100% d'accord avec toi. Une des raisons pour laquelle je ne m'engage jamais dans des débats sur des commentaires Facebook ou des commentaires YouTube ou peu importe. Je n'ai jamais rien commenté sur YouTube. Sur Facebook, je n'ai pas un seul commentaire. Peut-être dans quelques groupes privés, certaines affaires. Mais sinon, jamais rien. Parce que tu ne sais jamais quelle est l'intonation que l'autre personne met. Et tu ne sais jamais comment l'autre peut prendre ce que tu écris. Et encore une fois, tu as la responsabilité de te comporter comme l'adulte dans le débat. C'est ça la partie que je trouve ça tu le sais, là, tu dis tout le temps que j'ai un très gros aspect féminin. De la façon, je pense que je suis très bon à contrôler mes émotions, mais dans moi... Elle brûle. Mais j'ai appris à le contrôler, j'ai appris à pas le faire paraître. Il y a pas personne qui va le savoir à moins que je le laisse sortir, mais après 15 ans, j'étais écœuré. Je n'avais plein mon casque d'entendre ces hosties de niaiseries, puis il fallait que je dise quelque chose. Puis la seule fois que j'ai dit quelque chose qui a été dit avec... Je m'excuse, je viens de dire hostie de niaiserie, j'aurais pas dû dire ça, mais ça me fait vraiment chier. Je pense à ça, puis ça me fait chier qu'un gars que ça fait 15 ans que je connais, qui est quelqu'un de très éduqué, très intelligent, mais la seule fois que j'ai émis mon opinion, il m'a jamais reparlé. Après 15 ans qu'on se connaisse, on a passé au travers d'affaires niaiseuses, ce gars-là puis moi, puis c'est juste... On dirait que je vieillis, je viens de plus en plus spirituel, je viens de plus en plus recherché dans mes opinions, je viens de plus en plus... je songe à tout ce que je fais. Et les seuls temps que je peux me permettre d'être moi-même puis de parler ce que je crois vraiment, c'est avec toi, avec Marie-Hélène. Mais honnêtement, je peux pas penser à quelqu'un d'autre en ce moment pour vous deux que je peux me permettre de dire mon opinion de la façon que c'est. Puis je pense que tu me connais assez pour savoir que je suis pas quelqu'un qui va te manquer de respect, je suis pas quelqu'un qui va monter ma voix, je suis pas quelqu'un qui va insulter. Puis au contraire, comparativement à ce que tu disais, moi, les vidéos qu'on sort, les podcasts qu'on sort, je vais jamais débattre les gens, mais je vais tout le temps rappeler aux gens d'être poli, peu importe ton opinion, sois poli. Je suis tellement content d'entendre ton opinion, mais insulte pas les gens si tu t'apportes rien dans la conversation. Mais je trouve ça un peu aberrant de ne pas être capable de dire ce que je pense d'une façon intelligente, sans offusquer les gens, même dans une situation où je crois que non seulement ces gens-là pourraient bénéficier de mon opinion, mais même s'ils apprennent à rien, des fois c'est le fun d'essayer d'expliquer ton opinion. Tu sais, il y a une expression qui dit que les seuls temps que tu comprends, il faut t'entendre dire quelque chose pour voir si ça fait vraiment du sens. Tu peux le dire à voix haute, puis tu l'entends, t'es comme, oh fuck, c'est vraiment ça que je pense. Mais on dirait que l'opportunité de partager ton opinion à voix haute avec des gens qui sont pas nécessairement d'accord avec toi est tellement rendue difficile à trouver que ce n'est quasiment, je veux pas dire frustrant, mais ce n'est une bonne manière d'établir des bases respectueuses avant de s'engager dans quelconque débat. Quelque chose que j'aime bien faire, dépendamment du débat, si c'est un débat qui est fondamentalement très émotionnel, très passionnel même, j'avise la personne que effectivement, es-tu certain de vouloir commencer ce débat-là qui, bien que très émotionnel, je l'aborde de manière très rationnelle et je sais que ça peut entacher notre relation. Donc, es-tu certain? Et ça, c'est déjà arrivé. Comme ma calvitie, là. Non, ne commence pas. Tu sais que je suis très rationnel. Ouais, c'est ça. Pendant qu'il swing les cheveux par en arrière. Mais c'est déjà arrivé que
ont commencé à me challenger sur certaines choses, sur un sujet qui effectivement est très passionnel, sociétalement. Puis je dis, t'es sûr? Es-tu certain? Parce que le débat, je l'ai eu des dizaines de fois. Mes arguments sont rodés et écoute, j'ai déjà eu ton opinion et c'est parce que j'ai entendu les opinions que j'ai maintenant que j'ai changé mon opinion. Ouais. Donc je comprends ce que tu es en train de dire ou ce que tu veux me dire ou me faire comprendre, mais sache que j'aborde le sujet de manière très rationnelle et que l'issue, tu vas peut-être changer ton opinion, mais tu vas plus m'aimer. Ouais. Mais tu vas plus m'apprécier. Donc, encore une fois, choisis tes batailles. Et lorsque, admettons que le sujet ne soit pas passionnel, que l'issue du débat, même si la personne n'est pas du tout d'accord avec toi, ça n'entache pas la relation. Ouais, tu fais pas mal à leur ego. Dans exact. C'est extrêmement important et c'est même primordial d'annoncer tes couleurs. Parce que c'est pas émotionnel. C'est pas émotionnel, mais la personne, elle doit savoir sur quel pied danser avec toi aussi. C'est quand même très facile de savoir qu'une personne est philosophiquement, politiquement parlé, de gauche. Ouais. Moi, mon positionnement, il est ambigu sur beaucoup de sujets. Je suis grosso modo, je suis quand même de droite, mais il y a plein de sujets où je suis très ouvert et il n'y a pas vraiment de case où me mettre, mis à part dans quelque chose qui pourrait s'appeler le conservatisme libertarien. Je pense que c'est comme tu dis ça parce que j'allais dire vivre et laisser vivre. Là. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui t'impactent pas personnellement, m'en calisse. Effectivement. Ouais. Donc, avant même de commencer le débat, moi j'annonce mes couleurs. Je dis, je suis français. C'est quoi? J'adorerais parler de ça avec toi, mais il faut que tu saches que moi, je suis plus de ce bord-là. Mais je sais qu'on va se rejoindre sur certains aspects. Ouais. Let's go. Mais... je pense qu'il y a une des chaînes qui veut rentrer. On l'entend essayer de défoncer. Ah, c'est clair que c'est Shiba. Tu sais, ça fait 51 minutes qu'on y va, fait que ça passe assez rapidement. Là. On va se donner un autre 10 minutes, là, mais je pense que je veux passer. Non. Ciao. Ouais, c'est ça, on finit ça là. Je pense que je veux te poser une question. Sachant ta place, excuse-moi, pas ta place, mais la place où aborder puis pas aborder certains sujets. La question que j'ai pour toi, est-ce que ça vaut la peine de garder certaines personnes alentour de toi qui, tu sais, ne partageront jamais ton opinion? Que même si ils sont de très bonnes personnes, puis leur opinion, que ça soit philosophique, politique, philosophie de vie, peu importe, ne rend pas, la plupart des gens, c'est pas des mauvaises personnes. On est tous vraiment bons, on est juste pas aux mêmes places, au même moment, fait que c'est très possible que vos opinions diffèrent, mais quand est-ce que tu décides de garder ou de couper ces gens-là? À quel point c'est rendu? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter le podcast qui vont se dire la même chose. OK, je comprends ce que vous dites, j'ai eu ces réflexions-là plusieurs fois dans ma vie, mais quand est-ce que je décide que cette personne-là qui peut faire partie de ma famille, qui peut être quelqu'un que je connais depuis toujours, puis j'ai jamais vraiment, comme tu as si bien dit, annoncé mes couleurs, quand est-ce que je décide que je n'ai plein mon casse de mettre de l'eau dans mon vin, puis comme tu as si bien dit au début, je veux même pas avoir cette coupe-là, je veux même pas qu'elle existe, cette coupe-là. Quand est-ce que tu décides que assez, c'est assez? Déjà, faut savoir à qui tu t'adresses. Est-ce que tu t'adresses à la personne qui partage ta vie? Tu parles comme ta femme, exact. Ton chum, peu importe, là, ouais. Déjà, si c'est ta femme, ça veut dire que vous avez vous avez pas bien choisi. C'est ça. Ouais. Si tu te poses la question, c'est que t'as pas bien choisi et t'as les beaucoup deux, de choses. vous avez pas bien choisi. Ouais.
et t'as une grosse remise à question en fait. J'ai l'impression que ça arrive plus souvent qu'on en rit puis je m'en excuse, c'est pas en train de rire des gens, Absolument. c'est juste que c'est tough à dire. Je suis persuadé que la majorité des gens qui sont ensemble ne se sont pas forcément posé la question des valeurs qu'ils partagent. Et puis ça change, puis les gens changent pas au même rythme non plus là. Effectivement, puis là c'est au-delà de la politique, c'est quelque chose même de très spirituel ou même l'absence de spiritualité, ça va dans ce sens-là. Mm-hmm. Maintenant, t'es membre de famille. Ouais, exact. Ouais. C'est très ambigu parce que moi, il y a des membres de famille qui ne sont pas de mon sang, que je considère plus famille que des membres de famille de sang. Merci. Que j'ai dû écarter de ma vie. Pourquoi? Parce que c'était toxique. Il était trop masculin. Trop grosse moustache. Ouais. Toxique dans le sens que je n'avançais pas en tant qu'individu. Je ne grandissais pas en tant qu'individu dans cette relation. Ah, il t'apportait rien, dans le fond. Non seulement il m'apportait rien, mais il me rabaissait. Ouais. Je devais me libérer de certaines chaînes pour pouvoir grandir. Maintenant, au niveau amical, t'as la chance de choisir tes amis. Maintenant, est-ce que un ami est ton ami parce que vous avez forcément les mêmes valeurs? Non, moi, il y a plein d'amis que j'ai qui ne partagent pas mon opinion sur des vastes sujets, et pourtant, mais j'admire certains autres aspects de leur personnalité. C'est pour ça qu'ils sont mes amis. Je pense que lorsque tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment mon ami? Tu viens de te répondre. Et ça, nonobstant le fait qu'ils partagent les mêmes valeurs politiques, valeurs spirituelles, philosophie de vie, peu importe. Fait que si on utilise, vu que j'ai été très personnel aujourd'hui, considérant l'exemple que je t'ai donné de l'ami que j'ai, tu sais, l'exemple avec ma mère, c'est ma mère, puis c'est sûr que je vais tout le temps la garder dans ma vie parce que c'est ma mère. Ça, le débat se fait même pas. Mais, d'une façon amicale, comme tu as si bien dit, la personne que je connais depuis 15 ans, que là, elle m'a pas parlé depuis des mois, est-ce que, je dis des mois, au moins un mois, on va dire ça. Est-ce que je devais, dans le fond, ce que tu dis, c'est à savoir, est-ce qu'il y a d'autres choses dans sa vie, il y a d'autres choses de la personne qui apporte quelque chose dans ma vie, puis je peux te dire tout de suite, 100%, j'ai j'ai aucun doute là-dessus. Donc, focus là-dessus. Moi, j'ai plein d'amis, et je considère vraiment comme des amis, qui n'ont pas du tout les mêmes opinions politiques que moi, mais je parle pas politique avec eux. Parce que je sais que ça créerait des frictions. Parce que je sais que si on se lance là-dedans, je devrais leur dire, attention, c'est un sujet très émotionnel, veux-tu vraiment aller là-dedans? Ouais. Et je veux même pas avoir ce débat-là, ça n'a même pas lieu d'être. Mais ne trouves-tu pas ce style de relation-là comme étant un peu superficiel? C'est ce qui te fait... Parce que les croyances avec lesquelles... Les croyances que j'ai partagées avec cette personne-là sont pas juste des opinions, c'est ce qui me définit en fait en ce moment, au moment où on se parle. Je crois dans ces choses-là à un point que si tu me demandais de choisir puis de renier ce que je crois, mets-moi une balle entre les deux yeux, non. Je vais pas vivre à genoux sachant en croyant ce que je crois. J'aime mieux que tu me tires que d'avouer ou de vivre la façon que tu penses qu'on devrait vivre. C'est existentiel. Les croyances duquel on parle sont vraiment existentielles à ce point-là. Est-ce que tu considères que la relation t'apporte quand même quelque chose, même si... Tu sais, c'est le genre de gars que je suis un fanatique de combat, puis c'est un genre de gars qu'on regardait tout le temps des combats ensemble, on se faisait de la bouffe, c'était tellement cool, il était tellement cool ce dude-là, puis
est-ce que tu crois que les choses... Tu sais, regarder des combats avec quelqu'un, autant que j'aime ça, c'est un peu superficiel considérant mes croyances. Est-ce que cette relation-là vaut la peine d'être gardée si il est pas prêt, son opinion va pas changer pour l'instant, il a la même opinion Non. depuis que je le connais. Non. Puis, c'est pas forcément aussi ton rôle de changer son opinion. Maintenant, est-ce que c'est superficiel? Ça peut être un long débat, parce que moi je pense que tout est, d'un certain point de vue, superficiel. Mm-hmm. Est-ce que sans cette personne-là, ta vie serait mieux ou moins bonne? Est-ce que tu t'attaches un petit peu peut-être à une certaine nostalgie de quand justement tout allait bien avec cette personne-là? Je pense que oui. Je pense qu'il y a un très gros aspect de ça. Est-ce qu'il est temps de just let it go, puis dans 5 ans vous allez peut-être vous reparler, puis parler de complètement autre chose et ça va te faire plaisir? On ne peut pas être 100% soi-même tout le temps avec tout le monde. C'est impossible. Par contre, tu peux être 100% attentif à ce que tu fais avec une personne. J'arrête ça direct là. Ça fait 1 heure. J'arrête ça là-dessus. C'est un de plusieurs, j'ai l'impression. Tata.